Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un destin hors du commun, celui de Casanova. Destin qui est intimement lié à celui de Venise du XVIIIe siècle, ville du jeu, de la perdition et de la prostitution. Giacomo Casanova incarne cette avidité de plaisir, de dilapation et de fête. Vous voulez en savoir plus sur Casanova et Venise? Venez avec moi. Paradoxalement, Venise n'existe pas dans les mémoires laissées par Casanova, Histoire de ma vie. On ne trouve pratiquement aucune description de la ville. Pour Casanova, Venise est le lieu de naissance. Il y a vu le jour en 1725 de parents comédiens, mais surtout le lieu que l'on quitte, que l'on laisse derrière soi et non le lieu où l'on vit. Il n'en garde d'ailleurs pas de très bons souvenirs. Son enfance a été triste, maussade. Son père est mort très jeune, à 36 ans. Sa mère, Zanetta Faruzzi, ne s'est jamais vraiment occupée de lui. Elle allait produire un peu partout en Europe ses spectacles et le laisser en garde à sa grand-mère. C'était un enfant plutôt maladif, souffrant d'un mal étrange. Il saignait continuellement du nez, de manière exceptionnelle. C'est très impressionnant. Il a passé une partie de son enfance à éponger son sang par terre. Dès qu'il a pu quitter Venise, il s'est mis à parcourir l'Europe avec une insatiable fringale. Il passe plusieurs années en France, visite le Saint-Empire, la Suisse et la Russie. Si Venise n'existe pas dans ses mémoires, en revanche, elle existe partout où il se trouve. Casanova, c'est Venise. La fête permanente, un carnaval qui ne s'arrête jamais. Pendant 6 mois de l'année, les gens étaient masqués. Casanova est l'homme du théâtre, du trompe-l'œil, du décor, de la parure, l'homme des reflets, de la musique, du chant et de la danse. C'est l'homme qui se met toujours en scène, que ce soit pour une réception, pour recevoir une femme, pour entreprendre une démarche. Il met un soin extrême à son apparence, dépense des fortunes pour se vêtir, se ruine en dentelle, en habits de soie, en bijoux. Il adore se déguiser et déguiser les autres. Il offre souvent des robes à ses conquêtes. Il peut faire livrer à une femme qu'il aime une dizaine de robes qu'il aura choisies lui-même. Le déguisement fait d'ailleurs partie de la séduction amoureuse et aussi du plaisir d'amour. Déguiser une religieuse en courtisane ou une courtisane en religieuse relève son imaginaire érotique. Venise est aussi la ville du jeu. Le Ridotto, la salle de jeu publique en activité durant le carnaval, est un lieu de perdition au sens propre. Les gens viennent y engouffrer des fortunes. Casanova aura toujours la fureur du jeu. Combien de fois il s'y ruinera, puis se renflouera, se ruinera à nouveau. Il a enfin le goût du baroque, du luxe extérieur et de l'envers sordide, ce dont il rend admirablement compte dans ses mémoires. Faste du décor, draperie, lumière, couleur. Et dès qu'on se glisse derrière la toile, la misère, la maladie, la souffrance, la crasse. Venise, à l'époque, était appelée le bordel de l'Europe. Elle est aussi la ville du libertinage. Les prostituées y sont subventionnées par l'État. C'est aussi le passage obligé du voyage sentimental et érotique. Lorsque le marquis de Sade s'enfuit une première fois en Italie en 1772 et qu'il enlève sa belle-sœur, mademoiselle de Launay, il séjourne à Venise, parce que la ville est le rendez-vous de la passion et du désir. Casanova incarne ce libertinage avec joie et désinvolture. Contrairement au marquis de Sade, c'est un homme dénué de sens blasphématoire et d'une liberté totale. En Italie, les rapports de l'Église et du libertinage ne sont pas aussi tranchés qu'on pourrait le croire. Il existe entre ces deux instances une sorte de tolérance mutuelle, voire de connivence. Une même femme peut passer de l'oratoire au boudoir sans état d'âme. On quitte un office religieux pour une partie de libertinage sans avoir l'impression de commettre un crime. Le sentiment religion reste très fort, de même que la croyance en Dieu et le respect de l'Église. Mais cela n'entraîne pas de condamnation du monde profane et de ses plaisirs. Certes, le tribunal de l'Inquisition a condamné Casanova à la prison pour athéisme. Il affirmait en effet à qui voulait l'entendre qu'il ne croyait pas en Dieu, une position radicale, provocatrice par rapport à la coexistence du profane et du sacré. Il est resté détenu 15 mois à la prison des Plombs, construite sous les toits du palais ducal. Son évasion constitue l'un des épisodes les plus célèbres de ses mémoires. Surveillé depuis plusieurs mois par les inquisiteurs de Venise, Casanova est arrêté le 25 juillet 1755, condamné à 5 ans de détention pour mépris public de la religion
Il est incarcéré à la prison des Plombs, construite sous les toits du palais des Doges, d'où personne n'a jamais pu s'enfuir. Après des tentatives qui ont duré des mois, il a réussi à percer les parois séparant sa cellule de la cellule voisine, patiemment avec ce qu'il appelle son esponton. Et ce 31 octobre, un peu avant minuit, il réussit à passer à côté, chez le père Balbi, et à ouvrir le plafond. Les deux hommes soulèvent l'une des plaques de plomb et grimpent sur les toits, qui est très pentu. À la veille de la Toussaint 1756, par une nuit de brouillard qui rend glissantes les plaques métalliques du toit, il parvient pourtant à s'évader. Je me suis trouvé sur la plus haute éminence du toit, où en écartant mes jambes, je me suis assis commodément à califourchon. Nous avions à 200 pas vis-à-vis de nous les nombreuses coupoles de l'église Saint-Marc, qui fait partie du palais ducal. C'est la chapelle du Doge. Nul monarque sur la terre peut se vanter d'en avoir une pareille. Ils se sont rapidement dirigés vers le nord. Le problème était de semer les poursuivants. L'évasion jetait une ombre sur l'administration de la justice à Venise. Il était clair que les inquisiteurs auraient tout tenté pour attraper les évadés. Après de courts séjours à Bolsonaro, où les banquiers de Metz l'ont accueilli et aidé économiquement, Munich ou Casanova s'est finalement débarrassé du frère. Le 5 janvier 1757, il arrive à Paris où, entre-temps, le 28 mars 1757, il assiste en tant qu'accompagnateur de quelques dames, intrigué par cet horrible spectacle, à l'exécution de Robert-François d'Amiens, qui avait tenté de tuer Louis XV. Les années suivantes furent une intense errance continue à travers l'Europe. Il retourne ensuite en Italie, à Gênes, Florence et Rome, où il est reçu par le pape Clément XIII. En 1766, un épisode se produit en Pologne, le duel avec le comte de Branicki, figure éminente à la cour du roi Stanislas II Auguste, et pour un étranger sans aucune couverture politique, il n'était pas très conseillé de s'opposer à lui. Par conséquent, même s'il avait été fortement offensé par le comte, tout homme d'une prudence normale se serait retiré en bon ordre. Casanova, d'autre part, qui était évidemment non seulement un aimable parleur et un séducteur habile, mais aussi un homme de courage, l'a défié à un duel d'armes à feu. Une question très dangereuse, à la fois en cas de mort et en cas de victoire, car il était facile de s'attendre à ce que les amis du comte vengent rapidement sa mort. Le comte en sort grièvement blessé, mais pas assez pour l'empêcher de laisser aller indemne l'adversaire, qui s'était comporté selon les règles. Bien que grièvement blessé au bras, Casanova a réussi à quitter le pays inhospitalier. La bonne étoile semblait lui avoir tourné le dos. Il se rend à Vienne, où il fut expulsé. Il retourne à Paris, où le 6 novembre 1767, il est frappé par une lettre de cachet du roi Louis XV, avec laquelle il reçoit l'ordre de quitter le pays. Il est ensuite allé en Espagne, maintenant désespéré pour un emploi, mais même ici, il n'a pas fait mieux. Il a été jeté en prison pour des motifs fallacieux, et l'affaire a duré plus d'un mois. Il quitte l'Espagne et débarque en Provence, où il tombe gravement malade en janvier 1769. À la fin du siècle, Casanova a vu s'écrouler le monde dans lequel il avait vécu. Venise tombée aux mains des Français, l'Europe du libertinage, des plaisirs et des lumières, laisser la place à l'Europe de la Révolution, des nations et de la guerre. Cet événement, coïncidant avec sa propre déchéance, l'ont bouleversé. Il a compris qu'il appartenait désormais à un monde révolu, qui n'avait plus rien à voir avec celui qu'il était en train de naître. La Révolution a provoqué en lui un sentiment de désespoir. Donc il fut un grand seigneur arrogant, c'était un fils du peuple, mais il avait frayé avec toute l'aristocratie de l'époque. Il a ressenti les événements de 1789 et des années qui ont suivi comme une première mort. Les dernières années qu'il passe au château de Dux en Bohême, comme bibliothécaire du comte de Waldenstein, sont à la fois les plus pénibles et les plus riches, les plus créatives. Il est âgé, son charme, sa séduction n'opèrent plus. Alors il écrit ses mémoires à partir de 1790. Par l'écriture, il parvient à redonner vie à ce monde disparu, dont il se sent orphelin. C'est la recherche des temps perdus qu'il a créé avec une exceptionnelle intensité. C'est ce qui fait de son livre une œuvre poignante et magnifique. Comme on l'a vu, Giacomo Casanova était un aventurier, un écrivain, un briseur de cœur et même un agent secret. Sa vie était un mélange de luxe, d'aventure, d'amour et de jeu, mais aussi de prison, d'évasion nocturne à travers les rues et les canaux.
D'exil et d'errance sans fin, Casanova incarnait pleinement le XVIIIe siècle vénitien. Un monde de frivolité, d'indiscipline, de fêtes sans fin, de jeux, de banquets et d'escapades audacieuses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.